Monsieur le ministre, bonjour. Alors, j'ai beaucoup entendu dans les tables rondes précédentes la question qui a été posée. Que feriez-vous si vous étiez ministre? Ça tombe bien, on en a un sous la main aujourd'hui. Donc, on va en profiter pour vous poser quelques questions. Votre champ d'action est très large, puisque vous êtes en charge de la petite enfance, des personnes âgées, des personnes en situation de handicap, mais également de la famille, de l'insertion sociale, de la lutte contre la pauvreté, des minima sociaux. Peut-être que des mauvaises langues appelleraient ça un ministère un petit peu fourre-tout. Moi, je dirais plutôt que c'est un ministère des plus fragiles d'entre nous, de nos concitoyens. Et vous, comment est-ce que vous qualifieriez votre ministère aujourd'hui? Comment vous le présenteriez? Je le présente souvent comme le ministère de toutes les vulnérabilités. C'est-à-dire que voilà, de la petite enfance en passant par le handicap, les situations de précarité ou le grand âge, c'est le ministère de toutes les vulnérabilités. Et moi, en tant que ministre, ce que j'ai envie de changer dans la société, c'est le regard qu'on porte sur ces vulnérabilités, qu'on voit souvent comme quelque chose de très négatif, et plutôt de les présenter comme une richesse pour notre société. Alors, votre principal atout, me semble-t-il, c'est que vous n'êtes pas un politique, vous n'êtes donc pas soumis au jeu traditionnel des partis, puisque vous étiez jusque-là directeur général de la Croix-Rouge française, mais peut-être que votre faiblesse, c'est justement que vous n'êtes pas un politique. Car le risque, c'est que vous ne pesiez pas forcément très lourd face à toutes les administrations de votre ministère. Ces administrations, elles sont nombreuses, elles sont puissantes. Moi, je me souviens un jour d'avoir entendu un membre important de la Direction générale de la santé me dire « Vous savez, les gouvernements passent et nous on reste. » Façon de dire on fait un peu que ce qu'on veut. Alors, comment lutter contre ce tropisme franco-français et comment faire en sorte? Comment comptez-vous faire pour que les administrations vous obéissent et vous obéissent vite? Déjà, je pense que le sujet, si on commence sur l'aspect politique, quand on rentre dans un gouvernement et qu'on vient de la société civile, le sujet, c'est plutôt comment on fait en sorte que ces sujets, ces préoccupations soient en haut de la pile des priorités politiques du gouvernement. Et donc, c'est plutôt, on va dire, dans le collectif, avec les autres ministres qu'il faut se battre. Je pense que ce que vous décrivez quand même de l'administration est peut-être un petit peu... pas tout à fait juste. Malheureusement, si je crois qu'on a un certain nombre autour d'ici à connaître un peu l'administration de la santé. Je les pratique quand même depuis 3 mois. Enfin, voilà, j'ai vu le directeur de la DSS là, juste avant, mais je travaille beaucoup avec la Direction générale de la cohésion sociale. C'est une petite équipe agile que j'ai rencontrée d'ailleurs, avec laquelle j'ai passé une demi-journée hier. Ils sont déjà, je peux vous dire, au travail sur ma feuille de route et sans grande difficulté. Après, j'ai de la société civile, mais j'étais quand même patron d'une organisation de 18 000 salariés. Donc voilà, j'ai aussi ma casquette de manager. Quand on est ministre, on est aussi manager de ces administrations. Et je crois que l'expérience que j'ai acquise pendant mes 11 ans à la Croix-Rouge française va m'être très utile dans mes fonctions de ministre. Et puis chez vous est entendu, effectivement. On va passer au premier thème qui est celui de la solidarité. C'était un des engagements majeurs du président durant la campagne, c'était d'inverser le mécanisme des versements de l'aide de l'État. Je m'explique, jusqu'à aujourd'hui, c'était aux citoyens de demander une aide, les services de l'État regardaient et versaient ou pas cette aide. Le résultat, c'est que près de 30% des aides n'étaient effectivement pas versées. D'où l'idée d'inverser le mécanisme, ce qui serait un changement radical, profond, culturellement, des administrations. Vous avez annoncé qu'il y aurait une expérimentation sur le RSA en 2023. Pouvez-vous nous expliquer comment ça va se dérouler ce processus? Oui. Alors l'idée, petite précision préalable, c'est on ne va pas retirer l'acquérabilité des aides. C'est-à-dire que la personne devra toujours faire la demande. En revanche, ce qui va changer, c'est qu'on va s'adresser à elle, on va aller vers la personne en lui disant, voilà, suivant votre profil qu'on a réussi à déterminer, vos ressources, etc., vous avez le droit à telle et telle aide. Est-ce que vous voulez y avoir recours? Donc c'est ce qu'on appelle la solidarité à la source. C'est un projet qui va prendre, un projet majeur qui vise à transformer profondément notre système de prestations sociales. Aujourd'hui, il y a 15 prestations sociales qui sont... pas très bien connectées les unes avec les autres, qui créent de l'illisibilité du système, donc de la défiance, du non-recours. Vous l'avez dit, près de 30% des personnes qui doivent avoir droit au RSA aujourd'hui n'y ont pas recours, qui créent aussi de la fraude, qui créent des indus et qui amènent de la défiance en fait, dans le système. C'est surtout contre cette défiance qu'il faut lutter. Et puis moi, en tant que ministre, j'ai besoin d'avoir un outil aussi qui soit efficace pour piloter cette politique publique. Alors, donc, du coup, quand est-ce qu'on va voir concrètement les premiers effets de cette expérimentation? Alors, vous l'avez dit, on aura une expérimentation dès 2023 dans 10 territoires en France. Alors là, plutôt sur la lutte contre le non-recours. L'idée, c'est de comprendre en fait, les mécanismes d'isolement et ce qui fait en fait, que dans notre pays, un certain nombre de personnes n'ont pas accès en fait, aux aides auxquelles elles ont droit. Donc un peu sur le mode territoire zéro non-chômeur.
Et donc on va travailler, et parallèlement, on va travailler avec les administrations sur le projet de solidarité à la source, dans une première phase, qui est celle du pré-remplissage en fait, des formulaires de demande des aides, et de la mise en place de ce mécanisme d'aller vers. Vous avez lancé également un plan contre la pauvreté qui va arriver à son terme très prochainement. Quel principal enseignement en tirez-vous? Donc, parallèlement, effectivement, il y a une stratégie de lutte contre la pauvreté qui arrive à échéance à la fin de l'année 2022. Donc on va travailler à son renouvellement. Et moi, voilà, dans ma feuille de route, la Première ministre m'a demandé d'y travailler et je souhaite créer et bâtir un nouveau pacte des solidarités entre l'État, les collectivités, le secteur associatif. Il y a plusieurs enseignements de cette stratégie, d'ailleurs, et plusieurs convictions fortes. La première, c'est qu'on a besoin dans ce pays, si on veut faire reculer la pauvreté, d'avoir une stratégie qui soit partagée, qui soit transversale et qui soit durable. C'est le premier enseignement. Le deuxième, c'est de capitaliser sur ce qui a été bien fait dans la stratégie précédente. Tout n'a pas été bien fait, mais il y a des choses qui ont été bien faites. Et notamment l'approche qui avait été choisie, qui était celle de lutter contre la pauvreté à la racine, lutter contre les inégalités de destin, investir dans l'enfance pour lutter contre la reproduction sociale de la pauvreté. Et puis, la compléter de choses qui manquent. Alors là, casquette Croix-Rouge oblige, une grande sensibilité. Si on veut faire reculer la pauvreté dans notre pays, il faut qu'on s'attaque à la grande pauvreté. C'est quelque chose qui manquait dans la stratégie précédente, qui a d'ailleurs été relevé par plusieurs rapports. Et puis, dernier point, ce sur quoi je veux travailler, c'est sur la transition écologique, qui doit être aussi solidaire, qui doit ne pas laisser sur le bord du chemin les familles les plus précaires dans notre pays. Et voilà, quand on parle de précarité énergétique, quand on parle voilà, du coût des énergies, quand on vit dans des passoires thermiques, etc., ça n'a évidemment pas la même signification que quand on est bien logé et qu'on a les moyens de se chauffer. Et donc c'est le travail qu'on va faire aussi pour faire reculer la pauvreté, c'est-à-dire profiter de cette transition écologique pour agir sur un certain nombre de déterminants, et notamment sur les postes de dépenses contraintes, qui sont liés au logement, à l'alimentation, à la mobilité. Alors vous parlez justement d'inégalité. Il y a un rapport qui est paru la semaine dernière, qui a été établi par l'ADRES, la Direction des recherches, des études, d'évaluation et de statistiques, qui montre que parmi les 10% de Français les plus pauvres, il y a 3 fois plus de risques de développer un diabète que parmi les 10% de Français les plus riches. Et de la même façon, les enfants d'ouvriers ont 2 fois plus de risques de développer une obésité que les enfants de cadres. Comment lutter contre de telles inégalités au long cours? Il faut absolument, vous avez tout à fait raison, il y a des inégalités qui sont énormes en santé, et donc les chances pour ces enfants de familles en situation de précarité ne sont absolument pas les mêmes que les autres. On va y travailler avec mon collègue François Braun, que vous verrez demain. On était d'ailleurs ensemble ce matin à Aubervilliers, dans un centre de santé participatif, pour travailler justement sur ces questions-là. Voilà, comment on travaille sur la question de la prévention auprès des familles en situation de précarité, dans des zones qui en général connaissent une démographie médicale qui est à peu près le néant. Voilà. Et puis des populations qui n'ont pas l'habitude en fait, de travailler aussi sur leur santé, qui n'ont pas la main sur leur parcours de santé. Et donc on va en allant vers, en s'installant aussi dans ces zones, d'ailleurs quartier politique de la ville ou d'ailleurs zone très rurale, c'est à peu près les mêmes difficultés qu'on peut rencontrer, et bien aller vers ces populations, travailler et investir sur la prévention en santé. Moi j'aimerais bien porter un grand plan de lutte contre l'obésité par exemple. 17% aujourd'hui des enfants sont obèses. On sait tout ce que ça engendre derrière. Et puis, je vais dire un truc qui va vous faire rire, mais j'ai dans ma feuille de route, je m'occupe aussi des personnes âgées, et donc la feuille de route du bien vieillir, et j'ai coutume de dire que bien vieillir, ça commence à l'enfance. Et quand on travaille sur la prévention en santé, eh bien, je pense qu'il faut investir sur l'enfance et cette prévention dès le plus jeune âge. Justement, on va rester sur la petite enfance. Un des autres engagements présidentiels était d'ouvrir 200 000 places d'accueil pour les enfants de 0 à 3 ans. Comment et concrètement allez-vous mettre en œuvre cette promesse? C'est un vrai défi. Au regard notamment des questions qui se posent aujourd'hui à nous, l'attractivité des métiers. Alors ça, c'est un fil rouge, malheureusement, de l'ensemble du champ dont j'ai la responsabilité. Il y avait une étude qui montrait que dans les crèches, avant l'été, il manquait environ 10 000 professionnels. Voilà, des éducateurs du jeune enfant, des auxiliaires de puériculture, etc. Donc il y a un défi majeur donc, de travailler sur cette question de l'attractivité des métiers dans la filière petite enfance, et puis de mettre en place un système qui soit beaucoup plus incitatif à la création de places sur les territoires. Donc on va y travailler
Notamment, voilà, on envisage pourquoi pas de réfléchir à une compétence obligatoire pour le bloc communal pour pouvoir développer les crèches sur le territoire. Et puis, dès cette année, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale, on a mis en place la première brique de ce service public de la petite enfance pour créer un nouveau droit universel à l'accueil du jeune enfant qui vise à réformer en fait, le complément mode de garde. Le complément mode de garde, c'est ce qui vous permet d'avoir un reste à charge pour les familles qui soit le plus faible possible. Aujourd'hui, vous savez qu'une place en crèche, ce n'est pas le même coût qu'une nounou. Une nounou, ça coûte beaucoup plus cher, donc ça crée des inégalités, surtout qu'on sait qu'il y a une disparité territoriale qui est forte dans l'offre de places en crèche, que beaucoup de familles modestes ne peuvent pas avoir recours à des nounous. Et donc, dès ce PLFSS, on va neutraliser, en fait, grâce à la réforme du mode de garde, la différence de reste à charge. Et donc, ça coûtera aussi cher de mettre un enfant en crèche demain que chez une nounou. Et puis, il y a d'autres mesures qui sont importantes. Dire que, voilà, j'en profite pour le dire. On va aussi, vous le savez, investir fortement sur l'accompagnement des familles monoparentales. 90% des femmes, 30% d'entre elles vivent sous le seuil de pauvreté. Et donc, il y a un sujet quand on lutte contre la pauvreté. Et dès ce PLFSS, on va faire deux choses. On va étendre le complément mode de garde pour les familles monoparentales aux enfants de 6 à 12 ans, pour leur permettre justement de reprendre un emploi. C'est un frein majeur à l'emploi que la question de la garde d'enfants. Et puis, on va augmenter la pension alimentaire minimale, l'allocation de soutien familial, de 50% dès le mois de novembre. Le mois de novembre de cette année ? Dès le mois de novembre de cette année. Donc c'est une mesure qu'on prend là maintenant et ça permettra de faire, en projection, ça permettra de faire reculer de plus de 2 points la pauvreté de ces familles monoparentales. Alors maintenant, on va parler du grand âge que vous avez commencé à évoquer. C'était la grande réforme du précédent quinquennat, toujours annoncée, toujours repoussée, finalement jamais votée. Aujourd'hui, il y a une attente immense de la part des acteurs de terrain, mais également de nos concitoyens. C'est une urgence absolue et pourtant rien ne va bouger avant plusieurs mois puisque le CNR a été monté. Vous avez vous-même lancé des ateliers citoyens. Est-ce que ce n'est pas là le risque de ce que j'appellerais la chronique d'une déception assurée ? Alors j'espère pas, sinon ça voudrait dire que je commence assez mal ma carrière de ministre. Je ne sais pas combien de temps elle durera, mais en tout cas j'aimerais bien qu'elle se passe bien. Non, mais il faut aller vite. Il y a deux urgences en réalité sur cette question du bien vieillir. La première, c'est la crise que connaît actuellement le secteur. Donc c'est de répondre à cette urgence, notamment liée là aussi aux problématiques de recrutement, à l'attractivité des métiers, mais aussi à l'impact de l'inflation, de l'énergie, etc. Et pour ça, on y répond dès ce projet de loi de financement de la sécurité sociale pour protéger et accompagner l'ensemble des opérateurs du champ médico-social en EHPAD comme à domicile. Il y a une deuxième urgence qui est celle d'anticiper la transition démographique. Et donc là, qui est un chantier de plus longue haleine qui va passer par la poursuite de la transformation de l'offre, le virage domiciliaire, la modernisation des EHPAD, le choc de transparence aussi, parce que là aussi, on a besoin de confiance dans le système. Il y a des mesures dans le PLFSS, mais on en prévoira d'autres. Et puis, un chantier qu'on va continuer. Le président de la République a souhaité mettre ce chantier du bien vieillir dans le Conseil national de la refondation, voilà, pour qu'on sorte aussi de ce dialogue médico-social. Voilà, la question du bien vieillir, c'est la question de la place qu'on laisse à nos aînés dans la société, c'est le regard qu'on porte sur le vieillissement, c'est le regard qu'on porte sur la vulnérabilité liée à la perte d'autonomie, et c'est pour ça aussi qu'il faut en faire un débat public, qu'il faut impliquer beaucoup plus fortement nos citoyens qu'on l'a peut-être fait ces dernières années. Alors l'idée, ce n'est pas de rejouer tout ce qui s'est joué ces dernières années. Il y a eu plein de rapports, il y a beaucoup de parlementaires qui se sont, et je salue ceux qui sont dans la salle, qui se sont beaucoup engagés sur ces sujets-là, donc on sait ce qu'il faut faire. Simplement, il faut qu'on converge vers un plan, vers une planification, vers une vision aussi sociétale et qu'on arrive à clore cette phase en fait, de discussion et qu'on puisse maintenant mettre les choses en œuvre. Si à la sortie, il y a besoin de mesures législatives, il y aura des véhicules législatifs. Voilà, ça peut être un projet de loi, ça peut être des propositions de loi, ça peut être, et il y aura sans doute aussi plein de mesures réglementaires. Mais il faut vraiment, vu l'importance du sujet, l'urgence de cette transition démographique, la nécessité de le porter à un sujet sociétal, de pouvoir avoir ce moment de réflexion. Et juste vous dire qu'on va travailler principalement sur 3 priorités, qui ne seront pas exclusives, mais la prévention de la perte d'autonomie, voilà, le bien vieillir, c'est ça. La question de la citoyenneté et du lien social, la place
des personnes âgées dans la société, leur pouvoir d'agir, comment elles exercent leur rôle de citoyen, la participation des personnes âgées aussi, parce que je ferai remarquer que contrairement au secteur du handicap, c'est un secteur qui est assez mal organisé de ce point de vue-là. Voilà. Faire parler des personnes âgées, des personnes concernées, c'est compliqué. Et puis le dernier sujet, c'est celui des métiers, parce que ça reste quand même la clé de tout, même si on a déjà fait beaucoup ces dernières années, ça reste essentiel. Alors vous parlez du bien vieillir, mais les signalements pour mettre essence dans les EHPAD ont littéralement explosé. Hein. Ils ont été multipliés par 3 en moins d'1 an. Vous vous êtes engagé à ce qu'on puisse visiter les 2500 établissements concernés d'ici 2024. Comment est-ce que vous espérez pouvoir, de fait, parvenir à un tel chantier, sachant qu'en plus, le personnel manque pour visiter ces établissements? Alors, deux choses. La première, sur la question des inspections-contrôles dans les établissements médico-sociaux. On a donné les moyens et on continue à donner les moyens aux ARS de pouvoir recruter des personnes qui vont aller faire ces inspections-contrôles et nous tiendrons la promesse des inspections-contrôles dans les 7500 EHPAD en France que compte notre pays dans les 2 ans qui viennent. Les choses sont organisées. Normalement, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est chargé quand même. Les ARS, on mobilise les ARS, mais on leur donne les moyens. Maintenant, il faut qu'ils finissent de recruter les 120 personnes qui vont être dédiées à ce sujet pour le faire, mais c'est absolument nécessaire. D'ailleurs, là aussi, j'en profite pour dire qu'on poursuit cette dynamique avec ce PLFSS puisqu'on donne de nouveaux pouvoirs aussi aux inspections pour pouvoir contrôler les EHPAD. Et puis, sanctionner si besoin. Et sanctionner, et le cas échéant, récupérer les fonds publics qui auraient été mal utilisés. Voilà, c'est le cas actuellement. Il y a des discussions entre la CNSA et le groupe Orpea. Et il y en aura sans doute d'autres. Et puis, il y a la question de la maltraitance. Voilà. Moi, ça va vous choquer peut-être ce que je veux dire, mais c'est plutôt une bonne nouvelle que ces signalements ils explosent. Je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que la maltraitance explose dans les établissements. Ça veut dire que la parole se libère et qu'on a mis en place des tuyaux pour faire remonter en fait ces signalements. Maintenant, il faut qu'on les traite mieux. Voilà, et c'est pour ça que d'ailleurs que j'ai saisi l'IGAS, j'ai saisi le Haut Conseil aussi de santé publique et la Conférence nationale de santé pour travailler sur cette question et produire d'ici à la fin de l'année une grande stratégie sur la maltraitance qui sera complètement interministérielle et répondre à cette question absolument cruciale. Je voulais quand même qu'on dise un mot sur les aidants, parce que c'est vraiment des parents pauvres aujourd'hui, je trouve qu'il y a un manque de reconnaissance flagrant. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Vous avez annoncé un certain nombre de mesures cet été. Est-ce que vous pouvez juste nous dire quelques mots sur ce que vous comptez mettre en place et comment faire en sorte que ces aidants bénéficient d'une meilleure reconnaissance? On a une stratégie aidant depuis 2020. Vous avez raison, c'est absolument nécessaire de les accompagner. Enfin, voilà, je pense que on est tous d'accord là-dessus. On a tous été confrontés un jour dans notre vie à ces situations, nous ou des proches. Aujourd'hui, il y a à peu près 9 millions d'aidants dans notre pays, 61% qui travaillent, 44% qui disent qu'ils ont du mal à concilier vie professionnelle avec ce rôle d'aidant. Donc il faut absolument qu'on... Et souvent des femmes qui n'ont pas beaucoup d'argent. En plus, il y a vraiment... Voilà, donc il y a un enjeu social qui est majeur. Donc il y a une stratégie, il y a une allocation qui a été créée, l'allocation journalière du proche aidant pour soutenir ces personnes. Mais maintenant, il faut qu'on aille plus loin. Alors il y a d'autres mesures de reconnaissance. On a mis dans un texte qui va passer prochainement au Parlement la question de la VAE aussi, des proches aidants, pour pouvoir reconnaître ce savoir-faire expérientiel, valoriser aussi leur expérience auprès des personnes qu'elles accompagnent. Mais de façon plus générale, il faut vraiment qu'on investisse sur cette question-là. Okay. Je vois maintenant qu'on parle des personnes en situation de handicap, on a commencé à le faire un petit peu. Il y a un véritable boulet qui était traîné par le précédent gouvernement, c'était l'AAH, l'allocation adulte handicapé. Vous avez annoncé qu'on allait déconjugaliser, j'ai réussi à le dire, c'est pas facile, cette AAH, mais on voit que ça aussi va prendre beaucoup de temps. Pourquoi ça prend autant de temps? Alors, ça a été voté effectivement au mois de juillet, et ça c'est vraiment une grande avancée qu'il faut vraiment souligner, une grande avancée pour la dignité des personnes. Ça prend du temps tout simplement, pour 2 raisons. La première, c'est que la déconjugalisation dans un système qui est familialisé, ça va créer des perdants.
et il y a 40 000 perdants à peu près pour 160 000 personnes qui vont gagner. Et il n'est pas question évidemment qu'il y ait des gens qui perdent. Donc il faut qu'on trouve un système qui soit juste et qui soit aussi régulier, enfin en tout cas légal, qui permette de corriger en fait ces perdants. Parce qu'en plus, ces perdants, c'est les familles qui sont les plus modestes. Hein. Donc ce n'est pas une mesure qui était très sociale. Voilà. Et par ailleurs, il faut du temps. C'est-à-dire que c'est compliqué pour la Caisse nationale des allocations familiales de porter une transformation majeure. Encore une fois, on sort du système de familialisation. Tout notre système de prestations sociales, il est familialisé. Donc là, on sort cette allocation, on la déconjugalise, et donc ça nécessite un travail et une transformation pour les systèmes d'information, pour l'ensemble de l'organisation qui est lourde. Donc on a mis octobre 2023 au plus tard. Si on peut le faire avant, on le fera avant. Moi, je me suis engagé à sortir le décret rapidement. Ce sera fait avant le mois de décembre. Mais d'ores et déjà, la CNAF est au travail pour avancer sur cette déconjugalisation. Quant à ce qui est d'accessibilité, on a un retard scandaleux, il faut dire des mots, en France, en termes d'accessibilité, par rapport aux pays du Nord, notamment aux pays d'Europe du Nord. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce domaine? Ça fait des années qu'on en parle, des années qu'on le regrette, et rien ne se passe. Comme quoi, une loi, ça ne résout pas forcément tout. On est bien d'accord. La première loi, c'est la loi qui fait référence à la loi de 2005. Ouais, et aujourd'hui, effectivement, on a encore beaucoup de retard. On l'a annoncé avec la Première ministre au Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap. On va accélérer sur la question de l'accessibilité universelle. Ce qui manque, en fait, c'est un pilotage territorialisé de la mise en œuvre de ces obligations d'accessibilité. Et donc, aujourd'hui, on est organisé au niveau de l'État. Dans chaque ministère, il y a un référent handicap. On voudrait faire la même chose sur les territoires, dans l'administration déconcentrée, et puis remettre au goût du jour les agendas d'accessibilité programmés. Voilà, qui eux aussi ont pris énormément de retard. En vrai, c'est de l'impulsion politique et c'est un pilotage territorial dont on manque cruellement aujourd'hui. Mais il faut impérativement accélérer. Et d'ailleurs, je pense que la question de la société du bien vieillir, ça va aussi nous faire accélérer. Parce que rendre la société ou l'espace public, par exemple, plus inclusif pour les personnes en situation de handicap, ça vaudra aussi pour des personnes qui perdent de l'autonomie. Et donc, voilà, s'il y avait une raison supplémentaire d'aller plus vite, je pense qu'on l'a trouvé. Je vous avais promis que je vous poserais une question sur l'attractivité des métiers. Je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. On voit aujourd'hui qu'il y a un manque criant de personnel dans tous les domaines, qu'il y a une perte de sens dans tous les métiers. Comment expliquez-vous cette perte de sens? Et surtout, comment se fait-il que les métiers du soin soient aussi mal considérés en France? C'est tout un tas de facteurs et c'est ça qui fait la complexité du sujet. Alors, il y a évidemment un sujet salarial et on a bien vu, on a payé pendant la crise sanitaire un retard sur le décalage entre l'impact social de ces métiers et leur rémunération. Et donc, on l'a payé. Donc, on a commencé un rattrapage avec le Ségur de la santé qui est quand même... Mais ça ne suffit pas. Non, ça ne suffit pas. Après, il y a un sujet qui tient à l'organisation des métiers eux-mêmes, qui ne correspondent pas forcément aux aspirations aujourd'hui des jeunes. C'est des métiers qui sont parfois contraignants, qui ne permettent pas un équilibre vie privée, vie professionnelle comme les jeunes le souhaiteraient. Il y a des sujets de formation et d'entrée en formation et des sujets de transition professionnelle, de parcours professionnel, de qualité de vie au travail qu'il faut adresser et aborder évidemment. Et il faut qu'on le fasse de façon complètement transversale. Et puis surtout, vous avez parlé de sens. Je pense qu'il faut qu'on arrête d'en parler mal de ces métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on dit, comme je viens de le faire, c'est terrible, c'est dur, c'est contraignant, on voit des choses horribles. Quand on en parle, c'est en parlant de maltraitance, les EHPAD, les crèches, etc. Il faut aussi collectivement, notre société, elle en parle mieux de ces métiers. C'est-à-dire que c'est des métiers qui ont de l'impact, c'est des métiers qui ont du sens et qui, là aussi, peuvent répondre aux aspirations de notre jeunesse et de notre société. Mais ça ne fait pas tout, il faut vraiment agir en même temps sur l'ensemble des facteurs qui font l'attractivité des métiers. J'ai une dernière question qui rejoint d'ailleurs la première. Il y a plusieurs ministères, sur tous ces sujets, il y a plusieurs ministères qui se chevauchent. Il y a le vôtre,
à celui de François Braun, qui est chargé de la santé et de la prévention, à celui d'Agnès Firmin-Lebaudot, qu'on a écouté tout à l'heure, qui s'occupe de l'organisation territoriale des professions de santé. Il y a Geneviève Dariussec, qui s'occupe des handicapés. On en passe, c'est des meilleurs. Quelle répartition de champs, quelles compétences dans ces différents ministères? Et s'il vous plaît, ne me faites pas de réponse du style on travaille tous bien, on s'aime tous, on travaille bien dans la main. En vrai, comment ça va se... Oui, j'en doute pas une seconde. Mais en vrai, ça va se passer comment ce chevauchement des compétences? Qui va faire quoi au bout d'un moment? Déjà, il y a 2 ministres de plein exercice. Donc, il y a François Braun qui est sur santé-prévention. Il a une ministre déléguée qui est Agnès Firmin-Lebaudot. Et puis, de mon côté, je suis sur solidarité, autonomie, personnes handicapées, avec une ministre déléguée en charge des personnes handicapées. Donc, les choses sont très claires. Moi, je pense que c'est une bonne chose, je ne vais pas dire le contraire, d'avoir un ministère de plein exercice sur ce périmètre-là. Je pense que ça a énormément de sens. Vous aurez observé d'ailleurs que lorsque les 2 ministères étaient regroupés, on entendait assez peu parler de solidarité. C'est vrai. Voilà. Et a fortiori en période de crise sanitaire. Voilà. En revanche, il faut impérativement qu'on travaille ensemble. Là, on est en train de porter tous les deux un travail sur la réforme justement de nos administrations respectives, dont on a la tutelle ensemble. On a la tutelle, par exemple, sur les agences régionales de santé tous les deux. Donc, il faut qu'on mette en place des mécanismes qui sont nouveaux, effectivement, et qui ne vont pas forcément de soi, pour bien travailler ensemble. Mais les deux sont liés. Je vous dis ce matin, voilà, ne serait-ce que le lien entre santé et social, il est clair, il est évident, et l'un va pas sans l'autre. Et idem, à l'autre bout, sur le bien vieillir, je ne vais pas travailler tout seul ma priorité prévention, alors que François Braun, par ailleurs, dans le cadre du CNR Santé, va travailler sur cette question de la prévention. J'ai une dernière toute petite question pour finir, avec une réponse sans doute très courte. Quel engagement précis vous pourriez prendre à l'horizon de 1 an, un engagement précis pour qu'on ait le plaisir de vous voir l'année prochaine, pour voir si cet engagement a été respecté? Un engagement, là, vous me posez une colle. Non, c'est une bêtise. Vous avez évoqué plein de choses ici. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous permettrait d'avoir le plaisir de vous voir l'année prochaine avec quelque chose qui aurait changé réellement? L'attractivité des métiers, ça ne va pas changer en 1 an. Prenez des risques dans 1 an. Non, mais ça ne va pas changer en 1 an, mais c'est la priorité. C'est-à-dire que de toute façon, sans ça, je ne ferai rien. C'est-à-dire que je peux vouloir toutes les transformations de politique publique que je veux. S'il n'y a pas les femmes et les hommes engagés derrière pour faire, ça ne servira à rien. Donc, moi, c'est ma première priorité et j'espère qu'on aura enclenché une dynamique qui sera différente de celle qu'on connaît aujourd'hui. Eh ben, nous l'espérons aussi. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci.